et bienvenue dans l'émission du Fenech Security Talk. Salut Georges. Bonjour Mickaël. Et on est super heureux de se retrouver, ça faisait quelques temps. Un bout de temps, oui. Bon, donc super, j'espère que tu vas bien. Très bien. Bon, et m'avez manqué. Et nous dire voilà. Donc voilà, on est donc dans cette nouvelle émission du Fenech Security Talk, bien évidemment produite et réalisée par Anews Sécurité. Anews Sécurité qui aujourd'hui totalise un peu plus de 74 000 abonnés cumulés. N'oubliez pas que dans cette émission, en compagnie de Georges, avec le Fenech Security Talk, on explore les sujets sensibles de la société avec toujours l'idée de se poser des questions, bien sûr, de trouver des solutions, se projeter, raconter les faits et autour, bien entendu, des problèmes de sécurité et de sûreté. Alors aujourd'hui, on a le grand privilège d'aborder avec l'aide de nos trois invités la prévention et la surveillance des immeubles collectifs des bailleurs sociaux, les fameux HLM si vous voulez. 3 groupements de sécurité interbailleurs existent en France aujourd'hui, même un 4e, on en parlera aussi tout à l'heure, et on a justement 3 de leurs représentants. Alors à ma droite, j'ai Alain. Ça. Bonjour Alain. Bonjour Mickaël. Donc le directeur général du GPIS, du groupement parisien interbailleurs de surveillance. En distanciel, avec nous, on a le retour de Rémi Vincent, le directeur général du GIT, groupement interquartier de tranquillité et de sûreté. Alors c'est un retour parce qu'il était déjà intervenu sur des émissions depuis 3 ans. N'oubliez pas que chez Anews Sécurité, on vous suit depuis quelques années, ce groupement des interbailleurs, avec la réussite et les réussites qu'on peut voir avec vous. Steve Lefebvre, directeur général du GSRI. Bonjour Steve. Bonjour à tous. GSRI 3e d'ailleurs. Exactement, groupement de sûreté résidentiel interbailleur, effectivement. Voilà. Et 3e pour Montpellier, Méditerranée et Métropole. Voilà. Voilà nos invités présentés. Merci à vous d'être présents aujourd'hui, d'être avec nous, même en distanciel. C'est un grand plaisir. Il y aura 5 grandes thématiques. C'est d'abord comment vous pourriez décrire votre activité autour de la sécurité et sûreté au niveau interbailleur. Une deuxième partie assez rapide, on rappellera les chiffres clés autour de vos différentes organisations. Une troisième partie, surtout avec Georges aussi, ça sera un peu son éclairage sur un bel exemple de continuum réussi, une coopération entre la sécurité public, privé et civil. J'insiste sur le côté civil aussi. Une troisième partie qui sera autour de l'application qu'on pourra avoir dans d'autres zones, villages, etc. On se projettera là-dessus. Et puis une 5e partie, c'est quoi pour vous? Comment vous voyez dans vos organisations d'ici 5 ans? Quelles sont vos ambitions, bien évidemment. Voilà, alors moi ce que je propose peut-être c'est de voir avec nos amis en distanciel et surtout le tout dernier, le tout petit jeune qui est né en juillet 2023, c'est Steve Lefebvre, donc, qui est le directeur général du GSRI, donc groupement de sûreté résidentielle interbailleur de Montpellier. Non seulement une petite présentation, mais surtout comment vous décrivez aujourd'hui, comment vous décrivez votre secteur? Alors, effectivement, on est tout nouveau, hein, puisque on a commencé nos déplacements dans les résidences fin octobre. Et en fait, en gros, ce sont des agents de tranquillité résidentielle qui œuvrent dans nos quartiers et qui vont sécuriser, en ce qui nous concerne, environ une 40aine de résidences. Voilà, donc avec effectivement depuis le mois d'octobre, pas mal d'activités sur la ville de Montpellier et sur 3 communes autour de la ville de Montpellier pour l'instant. Les 40 résidences, ça fait combien de locataires à peu près? On est environ, alors nous on n'est pas trop en locataire, on est plutôt en nombre de logements, mais on est environ à peu près à 4000 logements. Voilà. Voilà, avec 5 bailleurs. 5 bailleurs. Au niveau des chiffres clés, c'est combien de salariés aujourd'hui qui œuvrent et combien d'agents de sécurité mobile? Alors, en tout et pour tout, on a environ, on est 25. Et sur le terrain, ils sont une 20aine. D'accord, donc c'est 20 agents de sécurité mobile avec les chefs d'équipe, etc. Voilà, avec chef d'équipe, chef de groupe, responsable opérationnel, un adjoint au responsable opérationnel, et après toute la partie administrative du groupement.
Voilà, donc on a vu ces 5 interbailleurs réunis, c'est bien ça. C'est quoi le budget annuel Est-ce que vous pouvez le communiquer, votre budget annuel? C'est des budgets qui tournent aux alentours de 3 millions d'euros. Merci Steve, on revient avec vous tout à l'heure bien sûr. Rémi du Gîte, alors la même question, comment vous pourriez vous décrire et puis aussi vos chiffres clés. Oui, alors le Gîte, nous avons été créés en 2018 par 2 bailleurs fondateurs de 2 entreprises sociales pour l'habitat, essentiellement sur le quartier du Mirail. C'est 80% de notre activité sur le quartier du Mirail. Aujourd'hui, nous surveillons le patrimoine de 7 bailleurs sociaux, donc un vrai développement depuis 2018, et environ 40 à 45 résidences qui sont surveillées activement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine par nos services, certaines d'entre elles même 2 fois par jour pour les plus sensibles. Ça correspond à environ 5000 logements bénéficiaires, donc environ 15 000 locataires. Notre structure est composée d'une 40aine de personnes, dont essentiellement des opérationnels, donc 30 agents de sûreté résidentielle et leurs chefs. Et pour vous donner un ordre d'idée sur leur activité opérationnelle, tous les soirs, ils évincent une trentaine d'individus des parties communes des immeubles. Donc on est à plus de 11 000 individus évacués, évincés des immeubles collectifs sur l'année 2023. Oui, c'est impressionnant. Merci Rémi. Et donc maintenant, c'est à Alain de représenter, si j'ose dire, le GPS. Alors le GPS, le groupement parisien interbailleurs de surveillance, a 20 ans cette année. Il a été créé en 2004 par un groupement de bailleurs parisiens, donc les plus gros bailleurs parisiens que je ne vais pas citer. Aujourd'hui, ils sont 12 bailleurs qui nous confient près de 165 000 logements à Paris essentiellement et dans 17 communes de la banlieue parisienne, de la proche banlieue. Nous avons une équipe de 200 agents de terrain et une quinzaine de personnels administratifs. Donc on est une assez grosse structure pour un budget de 18 millions d'euros, essentiellement financé par les bailleurs et un petit peu par la ville de Paris à faire une petite subvention d'équilibre et l'État à travers le fonds interministériel de prévention de la délinquance. Donc on a un financement qui montre en quelque sorte les partenariats qui sont ceux du GPS, les bailleurs, l'État et les municipalités, pour l'instant Paris et peut-être plus tard d'autres municipalités. Ce que nous faisons sur le terrain, c'est ce qu'ont dit mes 2 homologues de Toulouse et de Montpellier. On assure la tranquillité résidentielle dans des résidences sociales. Alors la tranquillité résidentielle, ça va de la prévention. On se déplace sur un appel de locataire parce qu'il y a un trouble, il y a du bruit en bas de l'immeuble, dans une cage d'escalier, dans un parking. On vient, on fait une levée de doute. On peut intervenir pour des nuisances sonores, des troubles de voisinage. On intervient à la demande de la police nationale aussi, à la veille de certains grands événements pour faire des fouilles de parties communes, par exemple pour détecter les mortiers. On l'a fait avant les fêtes du 31 décembre, on le fait avant le 14 juillet. On fait des veilles approfondies de patrimoine pour signaler aux bailleurs les caméras cassées, les portes digicode cassées, les portes de parking cassées. Donc on a un panel d'activités assez large, mais le but c'est assurer la tranquillité pour les locataires, et c'est un devoir pour les bailleurs d'assurer la jouissance paisible des logements pour les locataires. Et notre mission première, c'est rendre un service pour les locataires, alors qui est un service d'intérêt général, je pense qu'on va y revenir, et puis on a d'autres activités, j'y reviendrai peut-être, en partenariat avec le SAMU social, avec des institutions qui nous permettent d'avoir une activité d'utilité sociale un peu plus large que la prévention et la surveillance des résidences. Au niveau des chiffres, on est bien sur à peu près 165 000 logements là aujourd'hui. Oui, 150 000 à Paris, à peu près 15 000 en banlieue. Voilà, et moi dans les chiffres que j'ai, vous avez à peu près sur, alors c'était sur l'année 2022, j'ai pas les chiffres sur 2023, 55 000 missions par an, soit 150 missions par jour. Et ce qui est quand même assez impressionnant, et notamment vous parliez d'appels locataires, c'est-à-dire qu'on est bien d'accord que les locataires peuvent vous appeler pour tout un tas de raisons, et vous avez reçu 34 000, un peu moins de 34 000 appels locataires, soit 91 appels par jour. Oui, c'est effectivement ça. Donc ça donne un ratio à Georges sur l'efficacité de ce tel groupement, puis en fin de compte, ça répond vraiment à un besoin et une demande. Et on est vraiment dans cet exemple parfait de service. Est-ce que ça s'attend sur l'année 2023 à augmenter ? Alors, pour l'année 2023, on a réalisé à peu près 51 000 missions, donc un petit peu moins que l'année dernière. L'essentiel à Paris,
mais 20 000 quand même, enfin pas 20 000, 12 000 en banlieue parisienne, puisqu'on travaille sur 17 communes hein, de la périphérie. On travaille essentiellement sur appel de locataires, à peu près 60% de l'activité sur appel de locataires. Ensuite, sur demande des bailleurs qui nous signalent une résidence sur laquelle on intervient en particulier. La police nationale nous demande des opérations communes en relation avec les municipalités. Hier soir, j'étais avec le commissaire du 14e arrondissement pour une tournée sur 4 résidences du 14e. Donc on fait des opérations conjointes avec également la police municipale, mais un petit peu moins. Alors on est bien d'accord, évidemment qu'il y a les appels au niveau des locataires. Steve, Rémi, que ce soit à Toulouse, à Montpellier ou comme en Paris et sa région parisienne, on est bien d'accord que vous avez quand même une présence régulière et quotidienne sur le terrain. Il ne s'agit pas que de dire on intervient uniquement quand on est appelé, on fait acte de présence. C'est pareil à Montpellier, c'est vraiment cette stratégie comme à Toulouse. Steve ou Rémi? Effectivement, ouais, alors nous sur Montpellier, pour vous donner effectivement des chiffres, hein, depuis le 20 octobre, donc très rapidement, hein, nous ça a été 188 rondes, avec 86 rondes ciblées, 16 partenaires. On a eu 22 évictions avec 82 personnes. Donc, on a sorti 82 personnes pour des troubles du voisinage. On a beaucoup de points de squat. On a 12 points de squat et aussi notre problématique à nous, c'est tout ce qui est mécanique sauvage. On a pu constater et faire des grosses opérations en partenariat avec la police nationale et la police municipale de Montpellier, 12 points de mécanique sauvage, donc, qui est assez important. Et effectivement, nous, on est au quotidien. C'est vraiment les agents de tranquillité, on est là pour être au quotidien sur nos résidences. Tous les jours, on va sur les résidences, tous les jours, on fait un passage. Ça peut être 1 heure, 2 heures, enfin, à tout moment de la journée d'ailleurs. Voilà. Merci. Et Rémi, vous de Toulouse, pareil? Oui, le travail principal, c'est la mission originelle de nos agents, c'est d'être visible pour rassurer. Donc, les rondes ne sont pas dans les véhicules, tout le monde descend du véhicule et on est là pour dire bonjour à tout ce qui bouge, aller au contact de la population et évincer tous les pénibles, tous les casse-pieds qui sont dans les immeubles et qui gâchent la vie des gens. Donc, en effet, il y a à la fois l'intervention sur des missions particulières, mais en dehors des missions particulières, la raison d'être de nos groupements et le métier de nos agents, c'est d'être visible, d'être rassurant et d'être dissuasif. Nous ne sommes pas des forces d'intervention ou des forces d'urgence et de secours à personne. Nous sommes d'abord des unités, des services de présence et de tranquillité du quotidien contre les petits troubles, contre les troubles à la proximité. Très bien. Georges, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça là, déjà sur ces 2 premières parties là, sur leur description et les chiffres clés, leur mission? J'avoue que je découvre, en ayant préparé cette émission avec Michael, vraiment l'importance de ce que vous faites et le professionnalisme qui caractérise aujourd'hui vos métiers, véritablement. On est dans le continuum de sécurité, en fait. Hein. La sécurité, c'est régalien, c'est l'État. Bon. Mais la loi de sécurité globale a prévu aussi un continuum de sécurité avec la police municipale, mais également tout le secteur privé. Et lorsque l'on voit la manière dont vous intervenez, parce que moi je rappelle toujours, mon cher Michael, je rappelle toujours que le désordre précède l'acte de délinquance. Et ça, j'en ai eu la conviction lorsque j'ai pu voir à New York la politique de tolérance zéro de Rudolph Giuliani, où on intervenait dès la fenêtre brisée, la fameuse doctrine de la fenêtre brisée, de la tolérance zéro. On intervient dès lors qu'il y a un acte d'incivilité si on ne veut pas que ça progresse et que ça devienne de la délinquance. Donc vous êtes en fait des vigilants de la proximité, on peut dire des agents qui rassurent et qui donc interviennent dès lors qu'il y a un risque de désordre. Mais pour cela, et c'est ma question, donc je m'adresse aussi à vous trois, et Steve et Rémi, il faut que vous nous expliquiez, je pense, quel est le statut vraiment de vos agents. Est-ce qu'il y a des critères de recrutement, la formation, le statut? Est-ce que vous pouvez dresser des procès-verbaux, par exemple? Est-ce que vous êtes assermenté? Est-ce que vous êtes équipé? C'est ça qui m'intéresse de savoir. Je peux commencer, si vous voulez, effectivement, pour le GPIS.
Alors, le GPS est un groupement d'intérêt économique. Nos agents sont bien sûr agréés par le CNAPS, donc le Conseil national des activités privées de sécurité, mais ils remplissent une mission de service public, reconnue par la Cour administrative d'appel de Paris, et ils peuvent être assermentés. Aujourd'hui, nous avons 50 agents assermentés au GPS et qui peuvent dresser des contraventions de 5e classe, donc plutôt des atteintes au patrimoine. C'est Pas intéressant. tellement au-delà, mais des portes cassées, des détritus, des graffitis, etc. Et c'est très important pour nous que les agents soient progressivement assermentés, donc là une 50aine. D'ici la fin de l'année, tous les agents, donc presque 200 agents seront assermentés. Ça permet à nos agents d'entrer dans une perspective, non pas régalienne, on en est loin, mais en tout cas de percevoir leur travail comme étant effectivement un maillon de la chaîne. Et pour nous, c'est extrêmement important de percevoir qu'on est un des maillons du continuum de sécurité, comme vous l'avez dit, M. Fenech. Il y a avant nous d'autres intervenants. Alors, je pense qu'il y a d'abord les locataires qui peuvent faire partie de ce continuum. Il y a les gardiens qui sont des personnels de proximité dont nous sommes en quelque sorte le prolongement. Puisque les gardiens travaillent jusqu'à 18h, 19h, le GPS à Paris commence sa première vacation, il y a 2 vacations par nuit, vers 17h jusqu'à 5h du matin. Donc en fait, on est le relais des gardiens de proximité, on assure une présence de proximité et on remplit une mission qui n'est pas remplie par d'autres, en termes de tranquillité, avec des agents qui ne sont pas armés au sens traditionnel du terme, ils n'ont pas d'armes létales, mais ils ont un équipement relativement conséquent. Alors justement, là-dessus, on pourrait peut-être demander à Rémi, j'ai vu que ce que vous faisiez à Toulouse est très intéressant, et Dieu sait si Toulouse, évidemment, est frappée par l'insécurité, tout le monde connaît de triste notoriété le quartier Mirail, par exemple, ou Bellefontaine. Vos agents, j'ai vu qu'ils avaient un équipement vraiment particulier, et avec des armes autorisées, enfin des armes qui ne sont pas des armes létales, bien entendu. On est sur des armes de catégorie D. Hein, Oui. Si peut-être précisément Rémi peut nous en parler. Oui, oui, tout à fait. Alors, nos agents sont des agents de sécurité privée. Ça, c'est le droit commun de la sécurité privée. Et le législateur a voulu créer un cadre particulier avec justement des prérogatives particulières et de l'armement pour se protéger. C'est l'article 614-1 et suivant du Code de la sécurité intérieure qui cible très précisément nos groupements interbailleurs de surveillance d'immeubles. Alain l'a très bien décrit sur le volet judiciaire, c'est-à-dire cette nouvelle prérogative de pouvoir constater par procès-verbaux certaines infractions. À Toulouse, nous sommes déjà à 17 procès-verbaux dressés en moins d'un an, mais également cette autorisation, cette capacité à être doté d'armement de catégorie D, sur autorisation préfectorale individuelle, évidemment, et sous condition de formation, 1 semaine de formation intensive par un policier, par un instructeur de la police nationale, et ensuite une enquête administrative de la préfecture. Et très concrètement, nos agents, en tout cas à Toulouse, il me semble qu'à Paris au GPS, il s'agissait de matraques de type tonfa. À Toulouse, ce sont des matraques de type bâton télescopique et des diffuseurs lacrymogènes de moins de 100 millilitres. Donc c'est dans cette catégorie D de l'armement. Je tiens à préciser à ce stade que d'une part, 99% de nos interventions se font sans usage de l'armement, et heureusement, la plupart du temps, c'est par le dialogue, la persuasion que l'on arrive à évincer les individus, et d'autre part, que nous ne pourrions pas travailler sans armement. Car dans les cas des crises les plus aiguës et dans les cas des agressions les plus graves que nous avons eu à subir, nous, depuis 6 ans, et Paris depuis 20 ans, nous avons fait face à des individus armés, en réunion, cagoulés. Nous avons été attaqués au cocktail Molotov, à la barre de fer, à l'arme blanche, et notre armement nous sert malheureusement régulièrement pour faire usage de légitime défense contre des individus agressifs. Justement, et Steve, au-delà de l'armement, excusez-moi, je termine sur le plan du matériel, nos agents sont équipés de gilets pare-balles et pare-lames, et évidemment ont également du matériel qui peut être impressionnant, notamment quand on voit les reportages qui ont été tournés sur nos groupements, mais des casques, des boucliers et des unités cynotechniques pour se défendre en cas d'agression les plus graves. Alors justement, merci Rémi. Et pour rebondir sur ce que disait Georges tout à l'heure, c'est le GSRI a tout de suite et quasiment dès le démarrage a été malmené, je crois, par des dealers à Montpellier. Est-ce que c'est une information qui est vérifiée, qui est vraie? C'était je crois au mois d'octobre ou novembre avec une intervention après de la brigade anticriminalité. Donc par rapport à ça, quand vous faites
face à ce genre de problème, vous réagissez comment? Alors, pour remettre un peu les choses dans le contexte, on n'a pas été malmenés. Par contre, on a été effectivement, on a reçu jet de projectiles, on s'est protégé et on a été jusqu'à l'interpellation de l'individu avec effectivement l'assistance de la brigade anticriminalité. Mais il faut savoir que sur certaines résidences, on travaille vraiment en partenariat avec les forces de l'ordre et on intervient conjointement, si je puis dire, sur les résidences. Ensuite, nous, nos agents, en tout cas au GCRI, pour vraiment travailler là-dessus, on a des tests de recrutement qui sont assez pointus, tant sur la partie droit, tant sur la partie physique. Ils ont des entretiens à l'issue. Nous, à Montpellier, on a choisi d'intégrer dans la formation initiale l'assermentation, qui pour nous est voilà, c'est très important. Toulouse l'a mis en place et Paris pareil. Donc nous, l'idée vraiment, c'est d'enchaîner en fait et d'avoir des agents assermentés tout de suite. Donc voilà, nous, nos agents seront d'ores et déjà assermentés au mois de mars. Et effectivement, ils ont une tenue de protection parce que malheureusement, on est bien obligé de protéger nos agents des individus qui lancent, comme l'a dit tout à l'heure Rémi, cocktail Molotov ou jet de projectiles. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'ils sont aussi bien équipés. Donc voilà, mais ça n'empêche que, et je précise, que les locataires, quand nous on est intervenus, c'était une première, on a eu des applaudissements de locataires. On a eu des messages de soutien en disant mais ça nous soulage énormément, vous êtes présents, vous êtes là au quotidien, vous nous ouvrez la porte. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte en fait. Il y a effectivement ce côté un peu dissuasif avec cette tenue, cette posture, et clairement nous à Montpellier on l'assume. Mais en même temps, il y a aussi l'accompagnement, recréer l'alliance avec nos locataires. Et ça, c'est important. Il y a aussi une autre partie de notre métier, de notre métier, c'est la partie technique. C'est-à-dire que nous, quand on va dans les bâtiments, on rencontre à nos bailleurs des dégradations qui ont pu être faites dans les résidences. Et ça, c'est aussi important pour nos bailleurs pour qu'ils puissent être tout de suite réactifs et de remettre un peu, entretenir nos bâtiments. Et ça, c'est important aussi. Dégradation ou dysfonctionnement. Dégradation, dysfonctionnement. Ouais. Alors concrètement, s'il vous plaît, Rémi, Dieu sait si la tranquillité dans ces logements est quelque chose d'essentiel pour le bien-être, la santé des familles, de leurs enfants. Alors concrètement, faisons une plongée là, dans ce quartier de Bellefontaine, qui est un des points de deal les plus importants et qui rapporte qui voit drainer entre 40 et 60 000 euros quand même de trafic de drogue par jour. J'ai vu les descriptions qui en étaient faites. Je voudrais savoir où on en est aujourd'hui. Parce que dans les descriptions que nous avons, si on va dans ces logements, la vente se déroule dans les locaux, il y a des canapés avec des chichas, des clients, des vendeurs en bas, des guetteurs en haut. Ils restent là toute la journée, ils laissent leurs poubelles, ils mangent, ils urinent dans les locaux. Enfin, voilà le spectacle auquel vous êtes confrontés. Concrètement, à Bellefontaine, où on en est aujourd'hui grâce à vos interventions? Quand nous nous sommes déployés il y a 5 ans, en effet, nous connaissions, alors en tout, sur l'ensemble des résidences que nous avons sous notre surveillance, peut-être une dizaine de halls occupés, comme vous le disiez, par du mobilier servant aux guetteurs ou aux vendeurs, et l'ensemble de l'immeuble qui était utilisé comme un point de vente. Hein. Il faut bien réaliser que quand un immeuble est ciblé et approprié par un point de vente de trafic de stupéfiants, ça devient un fonds de commerce, ça devient un centre de profit pour ces trafiquants de drogue. Donc tout est utilisé pour stocker, transporter, guetter, vendre, s'enfuir. Et quand nous étions arrivés il y a 6 ans, c'était cette situation que nous avons découvert. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun hall parmi toutes les résidences qui sont surveillées par nos services, aucun hall dans lequel il y a du mobilier à demeure. Les tarifs des drogues qui sont à vendre ne sont plus affichés sur les murs des halls que l'on a surveillés. Oui. Oui, Rémi, pardon, je me permets de vous couper parce que c'est juste incroyable. Donc, depuis que vous intervenez, il n'y a plus, vous confirmez là, il n'y a plus aucun hall
avec des guetteurs ou, comme a dit Georges, des canapés qui se promènent pour faire du trafic de drogue. C'est bien ça, hein? Alors, je rectifie. Dans ces halls, il continue à y avoir des activités illicites qui causent des nuisances, mais ce que nous avons réussi à obtenir par notre dissuasion et par notre présence quotidienne, c'est qu'il n'y a plus de mobilier. C'est-à-dire que le hall en lui-même n'est plus une salle de vente tranquille où l'urinoir est sous les escaliers, où le stock est dans le placard technique et où le guetteur est tranquillement assis sur une chaise. Nous, tout le mobilier que l'on trouve, il part à la poubelle dans nos voitures ou directement dans les zones de dépôt d'encombrants. Tous les papiers qu'il y a dans les halls, eh bien, ce sont les guetteurs et les dealers qui les ramassent devant nous, et on l'a vu dans le reportage de TF1 en début de semaine. Donc, nous avons obtenu ce changement. C'est-à-dire que, malheureusement, le trafic de stupéfiants continue dans ces résidences et aux abords, dans les résidences les plus durement touchées. Par contre, les stigmates du trafic de stupéfiants ont quasiment disparu. Surtout, alors ce qui était le pire pour les locataires, c'était vraiment ces espèces de bars à chicha qui faisaient point de trafic de stupéfiants, qui étaient dans les halls d'immeubles. Ça, c'est insupportable. Quand vous rentrez avec vos gamins à 18h du collège ou du centre de loisirs, d'enjamber un canapé ou une flaque d'urine par terre, c'est tout bonnement insupportable. Aujourd'hui, il n'y a aucun hall qui est dans cet état-là. Et malheureusement, pour les autres locataires, à Bellefontaine, nous ne surveillons pas tous les immeubles. Certains bailleurs sociaux ne font pas appel à nos services, et nous voyons assez radicalement la différence entre un bailleur social qui fait appel à nos services et un bailleur social qui n'y fait pas appel. C'est QFD, on est d'accord. Alain, une petite réaction par rapport à ça, même constat Exactement, même constat. Alors moi, j'ai pas un recul énorme. Je suis arrivé il y a 2 mois à la tête du GPIS. Il n'empêche que j'ai beaucoup discuté avec des agents qui sont là depuis l'origine en fait de la création du GPIS. Moi, j'ai des agents qui ont 60, 63 ans et qui me racontent ce qui s'est passé. C'est effectivement radicalement différent. Alors le GPIS y a sa part, les bailleurs aussi. La résidentialisation de beaucoup de résidences HLM à Paris a fait qu'en installant des grilles, des codes, ça a permis de contenir quand même un certain nombre de phénomènes. Mais effectivement, la situation a radicalement changé dans beaucoup de résidences. Mais il n'empêche qu'il y a encore des quartiers où il y a des difficultés, des points de deal, des rassemblements dans les cages d'escalier, dans les parkings. Et donc nous, notre travail, c'est de revenir très régulièrement, voire tous les soirs. Sur certains sites, c'est 3 fois par jour. Et donc, on évince régulièrement, systématiquement, les personnes qui occupent les halls, les parkings, les parties communes. Et quand il y a du deal, on travaille avec la police nationale, on fait des opérations conjointes, parce qu'eux peuvent faire des contrôles d'identité, des palpations que nous ne pouvons pas faire. Alors, précisément, ma question s'adresse à vous trois. Dans des situations fréquentes, j'imagine, vous êtes les primo-intervenants, comme on dit. C'est vous qui constatez les premiers. Quelles sont les modalités de communication que vous avez établies avec la police municipale ou la police nationale, par exemple? Comment vous communiquez entre vous? Alors, tous les jours, lorsque les vacations commencent, nous, notre centre opérationnel appelle tous les commissariats du 10e au 20e arrondissement, parce qu'on travaille du 10e au 20e. Donc tous les soirs, il y a un appel à tous les commissariats de Paris pour savoir quelle est l'ambiance, tout d'abord. Donc tous les jours. Ensuite, vous les appelez sur quel réseau, sur quelle ligne? On appelle l'état-major, enfin on appelle le responsable du commissariat, celui qui est de cette permanence à l'état-major du commissariat, du 14e, du 15e, etc. Donc tous les jours, on fait le point, et ce qui nous permet de retranscrire cette ambiance lors des briefings qu'on fait avec nos équipes lors des 2 prises de service. Première chose. Ensuite, le soir, lorsqu'il y a sur un site particulier un besoin de la présence de la police nationale, parce qu'on n'arrive pas à évincer des personnes, parce que les personnes sont agressives, voire commettent des actes de violence contre nos agents. On fait ce qu'on appelle un code 17, donc on appelle la police nationale qui se déplace. Donc là, on échange évidemment avec eux donc par téléphone. Et puis l'autre moyen de communication, c'est lors de réunions de restitution. Donc les fameux GPO, ce que la préfecture a mis en place, et puis dans toute la France. Donc c'est des groupes de partenariat opérationnel, la police nationale, les mairies et le GPIS. Et on fait le point sur tous les quartiers de Paris très régulièrement. Il y en a plusieurs par semaine, qui nous permettent d'échanger des informations avec les services de police concrètement sur des résidences. Et l'autre moyen de communication, c'est les opérations communes. Nous, les agents se connaissent. Vous constituez des équipes communes? Oui, des équipes avec communes. La BAC, avec... Oui, 2 fois par jour à peu près. Ordinaire. 2 fois par jour sur Paris et les 17 communes de banlieue. J'étais encore hier dans le 14e, donc ça on le fait tous les jours. Donc des opérations qui nous permettent d'aller un peu plus loin en fait dans les opérations de sécurisation, encore une fois parce que la police peut faire les contrôles d'identité, les palpations. Et nous on sécurise pendant ce temps-là la résidence. Et ensuite on fouille la résidence, j'allais dire du dernier état jusqu'au parking, avec la présence de la police nationale et de la police municipale quand il le faut aussi à Paris.
Alors moi, il y a une question, Georges, que je me pose quand même, je suis obligé de la poser, messieurs. C'est il y a quelques mois, on a eu des scènes extrêmement violentes, en tout cas des destructions majeures de véhicules incendiés, comment dirais-je, d'envoi de cocktails Molotov, de mobilier urbain détruit. Vous savez de quelle période je parle. Comment, par rapport à vos univers, vos zones, vos missions respectives à Toulouse, Montpellier, Paris, Petite Couronne, est-ce que dans vos zones dans lesquelles vous étiez missionné, vous avez eu évidemment face à faire ces émeutes, et comment vous les avez pu les contourner, les contrôler et réagir avec? Peut-être demander à Steve précisément, peut-être en région. Alors malheureusement, quand il y a eu les émeutes, on n'était pas encore en activité. On était en création encore, donc on n'a pas ressenti, si vous voulez, on n'est pas intervenu le jour J. En revanche, effectivement, ce qu'on a pu constater après coup, c'est les dégradations, hein, clairement. Les dégradations dans les halls, et pas que, même sur la voie publique, on pouvait le constater, dans les squares de nos résidences. Il y a eu des dégradations pas possibles, quoi. Donc ça, si vous n'étiez pas, vous ne pouvez rien faire. Rémi à Toulouse. Rémi à Toulouse, oui. Là, vous pointez du doigt ce qui est extrêmement important de pointer, et ça rejoint la question de M. Fenech juste avant, c'est-à-dire la limite et la coordination entre les forces de sécurité intérieure et la tranquillité résidentielle. C'est-à-dire que pendant les émeutes, nous n'avons aucun rôle de rétablissement de l'ordre public. Très concrètement, nos équipes, à partir de 18-19 heures, comme nous savions, grâce à nos informations et aux renseignements et la coopération avec la police et avec les services de l'État, nos équipes se retiraient du terrain parce que nous n'avions aucun rôle dans le rétablissement de l'ordre public, et c'était mettre en danger nos équipes pour rien. Donc, à ce moment-là, il faut savoir, nous, acteurs de la tranquillité résidentielle, se retirer, soit d'une action particulière, soit d'une crise particulière qui n'a rien à voir avec notre métier. Et je complète les propos d'Alain sur la coordination avec la police. C'est évidemment extrêmement important, et c'est ce qui fait la nature de notre modèle. C'est-à-dire que M. Fenech parlait tout à l'heure du continuum de sécurité. Mais une entreprise de sécurité privée classique jamais ne signera de convention de coordination avec la police et la gendarmerie lui permettant d'échanger des renseignements particuliers ou de mener des opérations conjointes sur le terrain. Nous avons un statut, certes, de sécurité privée, mais comme le disait Alain Bessard en introduction de l'émission, nous sommes reconnus comme exerçant une mission de service public, et c'est justement pour ceci que le préfet et le directeur départemental de la sécurité publique et le général qui commande la région de gendarmerie ont signé avec nous des conventions de coordination. Nous ne sommes pas des agents de sécurité privée classiques, et grâce à cette reconnaissance-là, et pour cela, nous mettons en place des processus de recrutement, de formation et de contrôles internes qui assurent de notre probité à toute épreuve. Les agents de sécurité privée vont vous jalouser, si je comprends bien. Moi, mon objectif, nous, les groupements interbailleurs, nous ne sommes pas sur le secteur marchand et concurrentiel. Notre objectif, c'est de ramener de la tranquillité, et nous sommes au service des bailleurs sociaux. Donc, les entreprises de sécurité privée classique ne sont pas des concurrentes pour nous. Nous ne faisons pas du tout le même métier. Ce que je dis, par contre, c'est que les bailleurs sociaux ou les collectivités, ou en tout cas tout acteur des politiques publiques de prévention et de sécurité, ont tout intérêt à se tourner vers des acteurs comme nous, à l'efficacité qui est prouvée et à la probité et au sérieux qui sont visibles au quotidien, plutôt qu'avec des marchands d'heures de sécurité privée. J'aurais une question, moi, pour vous, Alain Benassa, c'est est-ce que vous avez des interventions qui peuvent se produire dans des logements vacants ou des questions de squat? Est-ce que ça peut se produire? Non, pour le GPS, ce n'est pas le cas. Ouais. On n'intervient pas dans les parties privatives des bailleurs sociaux. On intervient dans les parties communes. En revanche, je crois que c'est différent pour mes homologues, notamment, je crois, à Toulouse. Donc nous, on n'intervient pas effectivement sur les logements vacants. Alors peut-être à Toulouse, oui. Si vous pouvez nous en dire un mot, Rémi. Oui, nous avons créé il y a 3 ans un service particulier. C'est une nouvelle activité que nous proposons à nos bailleurs, qui est la protection des vacants, donc le service de protection des vacants. Nous avons acheté 350 alarmes mobiles que nous plaçons dans les logements vacants. Alors je précise, nous protégeons les biens du bailleur social, non pas uniquement pour ses intérêts privés, mais surtout parce que c'est une famille en attente de logement qui en serait privée si des squatteurs venaient à l'occuper. Donc nous avons 350 logements qui nous sont confiés, avec une maîtrise totale de la chaîne logistique. C'est nous qui plaçons
façon l'alarme, elle sonne chez nous en cas d'intrusion, et c'est nos équipes opérationnelles dans les heures qui suivent qui vont intervenir et faire évacuer les lieux, avec également une remise en sécurité, c'est-à-dire avec de la serrurerie ou avec la pose d'une porte sécurisée. Donc c'est un service de plus que l'on propose aux bailleurs sociaux, et c'est également dans l'intérêt de la tranquillité résidentielle, parce que dans une barre d'immeuble, quand vous avez 5 ou 10 logements qui sont squattés, ben c'est autant de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de va-et-vient de personnes à toutes heures de la nuit. Et je précise que 99% des squats de logements vacants ne sont pas le fait de familles qui veulent se mettre à l'abri, parce que sur celle-ci, nous n'intervenons pas, ça n'est pas notre rôle, hein, c'est une mission sociale de mettre à l'abri les familles. Par contre, c'est le fait en général de personnes liées à la délinquance, que ce soit des marchands de sommeil ou liées au trafic de stupéfiants. C'est très clair. Voilà, on va finir sur cette idée de coopération, sécurité publique, privée et civile. Juste quand même un point sur le civil, parce qu'on a parlé du continuum, il faut aller jusqu'au bout. Il y a quand même un très bel exemple que vous avez mis en place depuis, je crois, maintenant un peu plus d'un an. C'est avec le SAMU social. Oui, effectivement. Alors, où est-ce que ça en est et c'est quoi, ça consiste en quoi ? Alors, ça a consisté, donc il y a une convention entre le SAMU social et le GPIS. La formation de nos agents. On a rencontré en 2023 plus de 500 SDF dans les parties communes des logements qui sont sous notre surveillance. Je ne parle que de Paris. 550. On a participé il y a 15 jours à la nuit de la solidarité avec la ville de Paris et puis maintenant la métropole de Paris. Et donc, on identifie les SDF dans les parties communes. Le travail qu'on fait avec le SAMU social, c'est informer nos agents pour entrer au contact. Comment entrer en contact avec ces sans-abri. Et là, on va tenter d'aller un peu plus loin, plutôt que d'évincer les SDF des résidences sociales de manière un peu sèche, c'est-à-dire on vous met dehors et puis il n'y a pas de proposition. Le travail qu'on souhaite faire avec le SAMU social, c'est proposer un hébergement d'urgence. Et on est aussi en contact avec la BAPSA, la brigade d'assistance des personnes sans-abri de la préfecture de police de Paris, et avec l'UASA, l'unité d'assistance des sans-abri de la ville de Paris. Et avec ces 3 organismes, SAMU social, BAPSA, UASA, notre travail, qui est un travail d'utilité sociale aussi, c'est de proposer une solution d'urgence pour les SDF des parties communes, qui vivent dans les parties communes, qui peuvent aussi créer des troubles. On n'est pas angélique, moi je n'ai pas un regard angélique sur la situation. Parfois les sans-abri peuvent causer des troubles à cause de l'alcoolémie, consommation de psychotropes, etc. Donc on souhaite aller un peu plus loin dans l'accompagnement de ces personnes pour assurer la tranquillité, encore une fois. Donc vous faites des nuits de maraude avec le SAMU social, quoi. On en fait 2 fois par an. Et là, on souhaite aller un peu plus loin, effectivement, et le faire plus régulièrement, parce que notamment, nous, on est en quelque sorte les guides et les yeux des personnes qui font les maraudes, parce qu'on connaît très bien le patrimoine, on a les codes d'accès, on a les clés, donc on peut aller partout, ce que ne peuvent pas faire les agents du SAMU, enfin les bénévoles ou les salariés, qui n'interviennent que sur la voie publique aujourd'hui. Ok. Bon, enfin, en tout cas, voilà, Georges, c'est quand même un bel exemple de continuum de sécurité. On dit souvent que le continuum de sécurité n'existe pas en France. Certes, il y a des grandes zones d'amélioration, de développement. C'est pas assez quand on voit les autres pays en Europe où c'est quasiment tout le temps réalisé, comme en Espagne ou en Suède ou en Italie. Mais là, Grande-Bretagne. Ou en Grande-Bretagne. Mais là, voilà, c'est encourageant de dire que il y a une coopération publique, privée et civile qui peut se réaliser. On va passer à une autre partie. On voit cette réussite en termes d'organisation, de structure. On n'a pas parlé du programme IRIS chez vous, on n'a pas le temps, mais ça sera peut-être sur une autre émission qui est tout à fait incroyable. Mais système d'information IRIS. Est-ce que, Georges, ce que tu as entendu aujourd'hui, les retours d'expérience, les missions qui sont mises en place, les résultats positifs, les populations, comme a dit Steve, qui accueillent à bras ouverts, qui sont heureuses, qui applaudissent ces interventions, qui vont avec leurs enfants, qui reprennent quelque part espoir sur ce territoire, ou peut-être territoire, comme on dit, perdu de la République, c'est quand même encourageant. Est-ce qu'on pourrait le réadapter sur d'autres zones ? Moi, je reprendrai le mot du président de la République. Une société de vigilance. Une société de vigilance, elle se décline depuis les services régaliens de l'État jusqu'à ce que vous faites, qui est un complément, vous apportez, en fait, vous êtes en complémentarité de ce que ne peut pas tout faire l'État. C'est évident. Donc, moi, je crois que là, on tient la solution, en fait. Et ce qu'on peut espérer, cher Michael, c'est que ces professions qui ont acquis, je dirais, leur lettre de noblesse
par la formation, le statut, la prestation de serment, la coordination avec les services de police et de gendarmerie, police municipale, vous remplissez un rôle aujourd'hui essentiel, qui est la protection de ces logements. Protection des logements, c'est le bien-être, c'est la tranquillité, c'est les familles, c'est les enfants qui, en plus, ne sont pas exposés à la délinquance et au trafic de stupéfiants. Voilà ce que je peux dire. Je pense que nous sommes là face à véritablement ce continuum de sécurité. Vous apportez cette tranquillité. Vous n'êtes pas autre chose que des agents de la tranquillité pour désamorcer aussi toute situation conflictuelle qui pourrait naître entre des locataires qui vivent paisiblement et les intrus qui viennent utiliser comme des squats et halls d'immeubles. On a vu quelquefois des feux de poubelles, moi je me souviens à Villeurbanne, se transformer en un désastre avec des morts. Vous vous en souvenez encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc votre capacité à prévenir, à détecter, elle est essentielle. Et je rejoins Georges, l'idée c'est qu'on a un peu les émotions quelque part en t'écoutant et en entendant ce que vous dites, c'est de dire, on est toujours en France un peu en train de dire, de râler, Georges, on est d'accord, beaucoup de médias sont comme ça, toujours de dénoncer, de dire ça va pas que ça. Et là, on a cette émotion dans cette émission, en la préparant avec Georges, en disant enfin des solutions concrètes, peut-être pour désamorcer, pour amener de la tranquillité, pour amener du bonheur simplement à des habitants qui en veulent. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Est-ce que c'est ce que vous observez aujourd'hui? Et c'est votre vision. Et d'où ma question, c'est est-ce que ça pourrait s'adapter sur d'autres zones? Rémi ou Alain, comme vous voulez, c'est celui qui préfère. Rémi, peut-être, oui. Oui, en effet, tout ne va pas mal dans les initiatives à la fois du législateur et des acteurs locaux. Il faut saluer ce service qu'ont créé les bailleurs sociaux. Hein. Je rappelle quand même par loyauté pour eux et pour que nos téléspectateurs le comprennent bien, financièrement, le monde du logement social est très en difficulté. Et ce que font les bailleurs sociaux par la création de nos 3 groupements et du 4e à Nice qui est en cours de constitution, c'est simplement un service en plus. C'est-à-dire que ça n'est pas un investissement, il n'y a aucune rentabilité à créer ces groupements-là. Et c'est parce que les bailleurs sociaux ont cette mission sociale chevillée au corps, cette passion et cette volonté de ne pas abandonner les locataires dans ces zones-là, qui constituent quand même 99% des gens qui sont honnêtes dans ces secteurs-là. Les bailleurs sociaux dépensent pour ce service-là et il faut aussi leur rendre hommage. Et le législateur accompagne cette dynamique en justement cadrant notre développement. C'est-à-dire que le législateur ne fait pas n'importe quoi avec nous. Nos prérogatives judiciaires sont limitées strictement aux troubles du quotidien. Notre armement est limité strictement aux risques que l'on subit. Et je pense que le législateur, aux côtés des bailleurs sociaux, doit continuer dans ce sens-là à renforcer, notamment économiquement, nos modèles. Non, moi, je partage l'avis à la fois de M. Fenech et évidemment de Rémi. On remplit aujourd'hui une mission qui n'est pas remplie par d'autres. Et si on se retirait des territoires où on est, je pense qu'on irait, alors peut-être pas à la catastrophe, en tout cas qu'il y aurait une vraie dégradation de la situation pour les locataires. Donc on assure une mission qui est devenue indispensable. Et moi je suis persuadé que dans les années à venir, et bon, ça c'est la vision que j'ai à travers le GPS, je suis persuadé que ce type d'activité va se développer. À la fois en termes géographiques, donc pour le GPS ça peut être à l'échelle de la métropole, et pour mes homologues peut-être également, mais également en termes de nature d'activité. Je pense qu'il y a à la fois suffisamment de besoins dans ces quartiers pour qu'on développe de l'accompagnement en termes résidentiels et pour qu'on soit davantage présent dans plus de communes. Moi, je suis persuadé que dans les années à venir, cette activité va se développer. Alors, c'est la dernière question avant de conclure. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce même système dans des villages, les intercommunalités? Est-ce que c'est dans les régions, dans des départements où il y a des problèmes? Est-ce que ça pourrait être envisagé? Ne parlons pas de la législation aujourd'hui, on peut envisager une évolution de la législation. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être dans votre périmètre, ou en tout cas de pouvoir y penser dans cette vision? Alors, dans notre périmètre actuel, non. On travaille vraiment, nous, pour des bailleurs sociaux. Alors, il y a des logements sociaux dans des villages, avec une forme de mitage. Mais je ne suis pas sûr que... en tout cas, le GPS n'est pas du tout dimensionné pour intervenir en zone rurale. Qu'il y ait des intercommunalités qui se mutualisent ou qui mutualisent leurs moyens pour créer des services effectivement de tranquillité,
je pense que c'est possible. Mais dans la mesure où le logement social en secteur rural est quand même très diffus, pas très concentré, ou peut-être dans des villes moyennes. Je pense plutôt aux villes moyennes et petites villes où on peut avoir des quartiers effectivement avec de l'habitat social. J'ai en tête des villes que évidemment je ne vais pas citer, où on a des difficultés et où les bailleurs sociaux, à l'échelle départementale, parce qu'il y a des opérateurs du logement social à l'échelle des départements, qui effectivement pourraient se doter de ce type de services. Mais en termes de méthodologie, enlevons le côté interbailleur ou bailleur. On parle d'organisation, de méthodologie, de services rendus à nos concitoyens. Est-ce que ça ne peut pas s'adapter, notamment à un certain nombre de... Alors on a dit les zones rurales, hein, Georges, mais aussi, pourquoi pas, des lycées, faire que des agents de sécurité mobile, je parle bien, puissent être... quelque part, être vigilants, amène de la tranquillité, comme tu disais, Georges. Et là, on passe dans un autre statut. On parle dans un autre statut. Des agents de sécurité privée, en fait. Ouais. Ça n'est plus exactement votre métier. Voilà. Moi, j'aurais peut-être une dernière question, si vous permettez, à poser. J'ai retenu la formule de Rémi Vincent. Vous êtes défini parce que vous n'êtes pas. Et vous avez dit, nous ne sommes ni des miliciens, ni des policiers. Mais alors, qui êtes-vous ? Eh bien, c'est exactement le métier que nos camarades du GPS ont créé il y a 20 ans et qu'aujourd'hui nous faisons vivre et développer. C'est ces agents de sûreté résidentielle. Alors, fréquemment, quand je dois présenter notre métier, je dis nous ne sommes ni policiers, ni gardiens d'immeubles, ni médiateurs, ni agents de sécurité privés, mais nous sommes au cœur de ce quadrilatère-là, c'est-à-dire des gens, des îlotiers du quotidien qui connaissent leur barre d'immeuble, qui ont des prérogatives judiciaires et qui dépendent du cadre de la sécurité privée. Donc, c'est vraiment un nouveau métier qui exerce une mission d'intérêt général, avec un statut privé, avec un petit peu de prérogatives judiciaires, et surtout avec une seule obsession, c'est la tranquillité des locataires du parc social. Eh bien, c'est super. C'est sur ces mots-là qu'on va peut-être se quitter. Georges, peux-tu faire un petit mot de conclusion avant de remercier nos invités ? Non, le mot de conclusion, c'est un mot de remerciement, parce que nous sommes tous concernés. Et nous sentons bien qu'il y a un métier nouveau qui va sans doute prendre de plus en plus d'importance, vous l'avez dit, et qui correspond à une attente de nos concitoyens. Et on sent à travers vos propos véritablement une vocation. Voyez-vous, il y a des valeurs derrière tout ça. Hein. Il y a des valeurs de citoyenneté et de respect et de l'ordre. Voilà. Et en ce sens, on ne peut qu'être tout à fait admiratif de ce que vous faites. Merci Georges, merci Rémi, merci Steve et merci Alain. Merci d'avoir accepté ces invitations pour une émission qui a été vraiment top. Moi, on ressort de ça avec beaucoup d'énergie. Oui. Hein, voilà. Merci à vous. Donc, merci à vous. Et puis, on se retrouvera pour une nouvelle émission, bien sûr, du Fenech Security Talk. N'oubliez pas, c'est sur iNews Sécurité. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, soit par la newsletter, soit sur LinkedIn, soit sur YouTube. Merci à vous. À très vite. À bientôt. Merci.